Bonjour à tous, c'est donc la suite de la vidéo sur le nombre 6 et le scénaire et ses rapports magiques. C'est donc un audio pour vous lire deux chapitres qui portent le nombre 6 dans deux livres respectifs qui sont celui de Paul Clément Jagot et de Eliphas Lévy. En rapport donc à l'arcane 6 et tous ses développements possibles dans son symbolisme, son ésotérisme, et tout ce qui a rapport avec le mystère de ce nombre. Et donc je vais vous lire le premier chapitre qui parle donc de l'aimantation, la réaction et l'attracte. La sixième lame du tarot évoque l'alternative posée à l'homme par l'existence même, l'initiative volontaire ou l'indolence passive de l'esprit, alors livrée aux instincts. Quelle qu'elle soit, l'option déclenche la flèche des causalités déterminantes du devenir. A-t-on choisi la lutte délibérément ? Alors les épreuves nécessitées par l'antériorité viendront grouper et sélectionner de manière à modifier l'individu et sa destinée conformément à ses aspirations. S'est-on abandonné aux suggestions du moindre effort moral ? A-t-on abdiqué le sceptre de l'archive volitive, répudié l'idéal spirituel, assenti au pacte tacitement tendu par l'inconscient inférieur, préféré en un mot le somnambulisme berceur d'une vie uniquement soucieuse des appétences physico-astrales, alors ni l'intensité ni la modalité des épreuves ne dépendront du libre arbitre. Le déterminisme extérieur jouera sans frein. Car de gré ou de force, il faut ici-bas subir les réalités nécessaires à l'éveil graduel de la connaissance. La psyché humaine évoluant de l'étape primitive de monade vers l'intégrale et définitive entité, à travers toutes les phases nécessaires à son parfait développement, parcourt une série de cycles composés chacune d'une période d'action et d'une période d'assimilation. Durant chaque période, l'âme, unie au véhicule convenable, doit s'adapter à des conditions d'existence déterminées. La vie humaine, par exemple, au cours de laquelle s'affirmera sa conscience d'être. Puis, une fois réalisé tout le progrès rendu possible par ces conditions, elle quitte ces véhicules denses, c'est la mort, telle que nous l'entendons, et s'assimile au sein de l'invisible. L'expérience nouvelle qu'elle apporte en harmonisant avec la totalité de ses acquisitions antérieures. Elle prépare ensuite une nouvelle incarnation, étroitement dépendante en ses éventualités et caractéristiques de l'état résultant des précédentes. En s'incarnant à nouveau, l'être se trouve situé dans un tel rapport du moi au non-moi qu'il passera nécessairement par les épreuves et par les joies indispensables à l'accomplissement des nouveaux progrès pour lesquels il est prêt. Ici intervient l'alternative en question. S'efforcer volontairement, marcher délibérément en avant ou se laisser traîner et subir malgré soi. Dans les deux cas, la loi suprême d'évolution reste inéluctable. Mais si au lieu de s'abandonner passivement à ces spontanéités, on assentit consciemment à la nécessité de s'évertuer à la recherche de la connaissance ou de la rectitude, on substitue une voie meilleure à la ligne primitivement prévue par l'enchaînement logique des prédispositions et prédestinations primitives. La gravité relative de l'option devient absolue, lorsqu'en pleine conscience, l'homme formellement, obstinément renonce son devenir spirituel et donne intégralement son adhésion intime à la subversion, à l'effacement de la conscience morale dans les ténèbres instinctives, formulant ainsi le verbe effroyable de son irrémédiable rétrogression vers le non-être. Autant qu'on le peut supputer, ce doit s'entendre comme exception monstrueuse, et il serait téméraire de désigner comme telle parmi les plus atroces une des quelconques individualités que leur abjection voue à l'exécration de l'histoire. La plupart des hommes vivent et meurent peu après, sans notion profonde des réalités supérieures. Elles leur semblent illusoires et mythiques. Attentifs à leurs rêves de somnambules, ils n'ont d'autre souci que de le poursuivre sans obstacle, et fuient le heurte et la lumière qui éveille. À chaque retour du choc périodique, qui sous forme de difficultés, de souffrances, de malheur vient rompre leur béate léthargie, ils en déplorent l'effet désagréable, sans en saisir le sens occulte, c'est-à-dire une manifestation parfois providentielle de la loi d'évolution, un appel à la perception du monde moral.
L'amoureux du sixième arcane et les deux femmes dont il ressent simultanément l'attract symbolisent bien l'âme humaine, assez réceptive pour discerner laquelle des deux inspiratrices il convient de choisir. L'une, c'est Neshama, l'esprit pur. Elle engage au souci de l'idéal et de la rectitude. L'autre personnifie l'astral inférieur, l'appelle aux animales euphories et aux mirages passionnels. Elle tente à enchaîner la psyché individuelle pour user d'elle comme pourvoyeuse de ses appétences et l'absorber dans cette unique destination. L'indécision du personnage tarotique exprime magistralement l'état le plus communément observable des âmes terrestres. Elle n'opte point formellement, mais demeure soumise à un rythme qui les tourne alternativement vers l'esprit et vers la matière. L'oscillation s'affirme peu à peu, plus persistante, vers la droite ou vers la gauche, et la flèche du définitif devenir reste en suspens dans l'arc de l'immanent justicier. Ici apparaît subsidiairement du sens éthique de l'arcane, la loi des rythmes et réactions proportionnelles. Nous venons de poser, en l'expliquant quelque peu, le problème de la perpétuelle et inéluctable compétition des deux principes adverses à l'absorption de l'individualité psychique. On peut observer que dès qu'une prédominance s'esquisse dans l'âme, l'antagoniste s'ingénie en séduction adverse. Allait-elle vers l'esprit ? Bientôt la voici à nouveau détournée vers le champ des tangibles prestiges et pactisant avec l'oubli des lumineuses perspectives. C'est l'oscillation seconde. Mais le rythme se poursuit, et à la victoire des sollicitations d'en bas succède l'attirance inverse. Dans la brute assoupie, un ange se réveille. Certes, les durées et les intensités varient pour chacun, mais le pieux ascète, fugitivement distrait de son abstraction par quelques frivoles pensées, témoigne de la loi comme le criminel endurci, parfois presque attentif à un vague remords. L'un et l'autre restent subordonnés à l'alternant effort de deux principes qui se disputent l'entité humaine, celui de l'être et celui du néant. La connaissance de cette loi des réactions inverses et proportionnelles constitue en ascèse la plus indispensable lumière et le plus salvateur appui. Dans le domaine psycho-hyperphysique, celui des réalisations magiques, elle devient l'essentielle directive. En ce qu'on va suivre, nous supposons préformer dans l'esprit du lecteur l'équivalence entre l'expression magie et celle de manifestation consciente du verbe individuel. Les curieux de rituels expectatifs des formules par quoi d'un geste s'opèrent les prodiges, attendant en vain qu'ils sachent que les pratiques traditionnelles expressives de l'intelligence intégrale du dogme occulte constituent un spécieux exercice du pouvoir magique inséparable de l'animisme humain, et qu'aux procédés antiques il faut substituer ceux que d'autres temps imposent comme plus adéquats. En d'autres termes, une vertu magique ne saurait sortir d'un rituel, mais de la compréhension et de l'adaptation personnelle des arcanes en rites conçus à la fois conformément au dogme et aux contingences. Ceci posé, revenons à notre loi des réactions. Qui n'a lu ou entendu l'expression « choc en retour » ? Par exemple, à propos d'un envoûtement à mort. L'opérateur, après avoir essayé en vain de provoquer par son art le décès d'un ennemi, se sent lui-même invisiblement frappé, et parfois trépasse bel et bien. L'agent propulsé a rencontré une résistance victorieuse chez l'adversaire, et avec l'apparence d'un rebondissement, il est revenu à l'émetteur qui en a souffert. Nous reviendrons plus loin à ce genre de phénomène, le choc en retour, sa phase ultime, qui seule nous occupe ici, concrétise une des moins négligeables manifestations de notre loi, non la principale. En effet, vous vous proposez, ayant compris l'arcane 3 et 4, d'actionner l'agent hyperphysique et d'y vertuer votre verbe volitif. Pour simple que cela paraisse, c'est possible sans épée constellée ni baguette magique, nous l'avons dit. Il vous faudra, par une série d'efforts préalables, vous dérober à l'adversaire, en l'espèce à l'inertie. Il semble qu'une seule pensée suffira. Eh bien, essayez. Vous apprécierez la difficulté par vous-même. Innombrables sont les voies insidieuses par lesquelles l'inertie viendra vous dissuader de votre projet, vous en éloigner, vous maintenir à ses entours,
Inimaginables sont les heurts massifs auxquels votre intention se trouve en but dès qu'elle deviendra résolution. Nous ne songeons même pas à en décrire quelques-unes, elles varient à l'infini et selon l'étiage de chacun. Bref, l'inertie vaincue, vous voilà en plein travail. Supposons par surcroît qu'elle ne sache pas vous en arracher. Vous avez donc créé un mouvement, déclenché une activité hyperphysique. Prenez garde, la réaction va se produire, inverse et proportionnelle à votre effort initial. Quand vous déciderez de suspendre votre profération, de revenir au stade de repos, vous aurez affaire à quelque chose qu'on ne saurait appeler la vitesse acquise, quoique cette expression fasse justement entrevoir de quoi il s'agit, mais qui, tout comme cette dernière, fera que vous serez mû malgré vous par l'impulsion qu'il vous fallut tant de peine à amorcer. En fait, la condition psychique spéciale où vous avez dû vous placer persistera sans votre agrément, et faute d'avoir cherché, préalablement à tout essai d'influence magique extérieure, à devenir constamment maître de votre pensée, la fâcheuse obsession vous menace. Notez qu'après une durée d'évertuation prévue et exécutée, tout praticien débutant ou exercé doit immédiatement porter et maintenir son attention sur un objet absolument étranger à sa tentative magique. Le mieux consiste en un délaissement où seul l'automatisme prenne part. Une besogne accessoire, un jeu, un spectacle attrayant ou quelque chose d'analogue. Pour la concentration pure et simple de la pensée, le maintien intégral de l'attention sur un ordre d'idées choisi. Ce même principe s'impose. Après s'être concentré, il convient de s'isoler, c'est-à-dire d'interdire l'accès du champ de sa conscience aux considérations qui viennent de l'occuper. Cette règle importe non seulement à l'équilibre mental de l'opérateur, mais à l'efficacité même de son vouloir. Veut-on aimanter un résultat, il faut créer en astral un dynamisme centripète en deux temps. Objectivation du phénomène désiré, ce qui place le double sidéral dans les conditions d'attract nécessaires. Abandon à l'initiative de ce double sidéral du soin d'établir l'abduction aimantatrice. Veut-on éloigner, repousser, disperser une éventualité indésirable? Il faut créer un dynamisme centrifuge, toujours en deux temps. Objectivation inhibitrice, puis projection énergique d'une vague transmissive de l'intention formulée à l'élément hyperphysique. Un exemple propre à faciliter la compréhension de ces points nous est presque journellement fourni par nombre de personnes venues à l'occultisme parce qu'éprouvées dans leurs affections, elles veulent essayer d'établir ou de renouveler leur influence. Trop souvent, elles aboutissent purement et simplement à s'obséder. Elles oublient que rayonnement nécessite condensation préalable, ou faute d'empire sur elles-mêmes, elles manquent d'observer la condition essentielle de toute condensation. Endiguer ces énergies psychiques, c'est-à-dire contenir le flux des pensées relatives à l'objet de la volition. Accumuler ainsi son dynamisme psychique durant tout le temps qui sépare deux périodes de rayonnement par exemple. 23 heures de condensation et 1 heure de rayonnement. Un adepte s'étonnait un jour devant nous à propos de ses déboires dans un essai expérimental qui lui tenait fort à cœur. Il s'agissait d'amour. Il disait: mon action devrait cependant s'établir, me disait-il. J'y pense toute la journée, et même au cours du sommeil. C'est précisément à cause de cela que votre influence reste faible, lui répondîmes-nous. Songez que vous dispersiez minute par minute un dynamisme que vous devriez alternativement accumuler en refusant de l'émettre et laisser s'irradier à haute tension. Ceux qui ont recours à l'envoûtement d'amour traditionnel que nous reverrons plus loin sont généralement, de par leur condition passionnelle, incapables de se rendre maîtres de l'impulsivité psychique. Ils arrivent bien à l'exalter, ainsi qu'il convient, par l'observance du rite, mais ne savent pas revenir au point d'arrêt. Le tourbillon astral créé par leur action brise leur tentative d'inhibition, précipite son agitation et exacerbe leur état et s'en sustente pour l'intensifier encore. C'est un cercle vicieux, un cercle malaisément franchissable, dans l'étrécissement duquel la hantise la plus persistante peut s'établir. D'ailleurs, supposons l'expérimentateur doué d'une plus robuste capacité d'autocontrôle. Que va-t-il obtenir? Il a tour à tour condensé et projeté l'influence. Le succès s'esquisse, on vient à lui. L'amour évoqué s'est incarné. La loi de réaction n'en jouera pas moins, quoique autrement.
L'être aimé, imprégné des irradiations polarisantes qui conditionnent l'attirance à laquelle il obéit, les multiplie nécessairement dès lors où elles ont commencé à nourrir sa pensée. Sa passion s'accroît donc progressivement jusqu'à l'excès et au-delà, incoerciblement. L'auteur initial de cet état perd ainsi à la fois son influence, puisqu'elle est dépassée en intensité par la condition psychique du sujet, et pour la même cause toute rythmie avec ce dernier. Il désaime et ne songe bientôt plus qu'à s'écarter, mais trop tard. L'envoûtée, devenue impérieusement appétante, s'accroche impérieusement à lui. Les rôles sont dès lors inversés. Il va sans dire que l'envoûtement de haine comporte d'analogues réactions. Nous parlions plus haut du choc de retour classique, la modalité spéciale au cas d'un succès. Si l'envoûtement réussissait, il n'en serait pas moins syntoniser l'astral de l'expérimentateur à tout le plan des énergies et des entités qu'il dut évertuer pour frapper sa victime. Automatiquement, la sanction sort ainsi de la faute. Le plus pauvre grimoire fait suivre la formule d'évocation de celle du renvoi de l'esprit évoqué. En effet, on évoque parfois d'intention et même en se laissant aller à certaines cogitations, des agents qu'il faut savoir et pouvoir disperser, que de troubles hallucinatoires, rebelles à toute médication, ont eu pour cause une imprudente évocation suivie d'investissement du double sidéral par quelques aborigènes du plan astral. Les possessions s'expliquent ainsi. Il y a eu à l'époque médiévale beaucoup plus de possédés par faiblesse et surprise que d'évocateurs formels. Ceux qui sévirent si cruellement contre les démonopathes manifestèrent donc ainsi de bien faibles lumières spirituelles, pour ne rien dire de leur charité. Les lois étudiées en occultisme, loin de régir une spécieuse catégorie de phénomènes plus ou moins étranges qualifiés bien à tort de surnaturels, doivent s'étendre dans leur sens d'universalité. Surnaturel. Dieu seul est surnaturel. L'univers invisible appartient, comme le monde visible, à la nature créée. Un phénomène, quel que soit l'ordre auquel il appartient dans la hiérarchie qui va du matériel au spirituel, reste nécessairement cosmique, donc naturel. Elles ne sauraient en rien contredire à celles qui résultent de l'expérience positive, mais elles permettent l'observation de différents ordres de manifestations, tous différentes des immédiatetés tangibles qui font l'objet des sciences modernes. Ainsi, le mécanisme du rythme de l'action et de la réaction proportionnelle, dont nous montrions plus haut l'immixtion dans l'envoûtement d'amour, s'observe tout aussi nettement au cours de la génération et de l'évolution spontanée des passions. Toute dilection, toute tendance, toute appétence tend à créer d'elle-même un attract émentateur de son objet. Connaître la loi des attracts permet non pas de les faire naître contrairement à cette loi, mais bien d'en tenir compte comme directive pour cela. Dilection, appétence ou tendance, disons-nous, forment spontanément attract par l'intermédiaire immédiat des trois éléments psychiques qu'elles animent, l'imagination, l'émotivité et la volonté. De l'ardeur affective s'ensuit la puissance potentielle de l'aimantation, mais celle-ci agit d'autant plus utilement qu'elle est moins dispersée. L'écran imaginatif est un véritable générateur de réalisation, mais quand 1000 fantasmagories s'y succèdent en un jour, aucune image n'a le temps de prendre corps. Nous pourrions schématiser les rôles respectifs de l'affectivité et de l'imagination en représentant l'un comme agent producteur d'énergie créatrice et l'autre comme un milieu modalisateur, traversé par cette énergie qu'il projette selon le plan conçu. Supposons constant le début d'énergétisme et parfaitement stable le réglage du modalisateur. Leur jeu ainsi conjugué sera efficient. Le rôle de la volonté consiste précisément à établir et à maintenir cette mise au point en coupant d'interruptions périodiques l'activité du dispositif, ainsi que l'exige la loi des réactions. On sait que l'emballement sans frein ne saurait se soutenir longtemps et que le sommeil rénove la vigueur. Au cours du chapitre 3, nous exposions comment s'évertue le déterminisme des fatalités. Ici, nous ajoutons que fortuité et éventualité s'engendrent des attracts spontanément formés par chacun. Cette personne avec qui vous êtes si étrangement, si imprévisiblement entré en rapport témoigne d'un attract né des tendances de l'un de vous, compatiblement avec certaines caractéristiques de l'autre. La ressemblance partielle ou étendue de ceux qui, s'ignorant, viennent se joindre à travers le temps et l'espace s'explique ainsi.
L'amour ne connaît pas de loi précisément parce qu'il s'élabore, évolue et se dissocie conformément à la loi occulte des attracts qui priment toutes les autres en matière sentimentale. Les trois éléments déjà énumérés, appétence, dilection et imagination, suffisent à former par leurs multiples conjonctions toutes sortes d'amour. Projetant à travers une image idéale l'irradiation émise par la dilection et l'appétence, ou simplement par cette dernière, l'être en voie de s'éprendre crée ainsi un fantasme astral qu'il charge de puissance attractive. Ce fantôme acquiert peu à peu, parfois en quelques jours, un pouvoir considérable d'aimantation et contribue, en agissant sur son créateur, à entretenir l'état psychique de celui-ci en excitant ses éléments, notamment l'appétence. Cette phase du phénomène reste indépendante de l'influence possible de l'amour sur son objet humain, mais elle absorbe parfois les ressources émissives de l'amoureux, au point de diminuer ou même d'annuler son attractivité propre, d'où l'indifférence de l'être aimé. Tout désir, du moins dans l'ordre temporel, donne lieu entre l'élément hyperphysique et le sujet, un processus analogue. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cela vous aura intéressé sur l'arcane 6 et ses rapports métaphysiques et magiques avec l'aimantation électromagnétique et l'agent astral hyperphysique. Donc, je lirai encore un 6e chapitre dans une prochaine vidéo, ou plutôt dans un prochain audio. Et ce chapitre sera tiré, lui, de Eliphas Lévi dans son dogme et rituel de la haute magie. Bien à vous et bonne continuation.